Eh ben écoutez, bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Charismine. Alors le club, on apprend à mieux s'exprimer, à convaincre et à captiver une audience. Je suis déjà captivé. Eh oui, je suis beaucoup trop fort. Non, alors on va chacun se présenter, voilà, pour qu'un peu les gens, les auditeurs et les spectateurs nous connaissent un peu plus. Alors, vous pensez que les auditeurs ont envie de savoir quoi sur nous? Parce que... Prénom, ce que tu fais ici. Ok, bah écoutez, moi je m'appelle Auguste Verrier, donc je suis en école d'ingé comme tous ces messieurs, c'est fort charmant messieurs, et donc je suis une des personnes qui est à l'origine de l'initiative Charismine. Donc le but c'est de travailler l'éloquence, travailler la manière dont on s'exprime, parce qu'on s'est rendu compte que les ingénieurs ils avaient un problème, la plupart ne savent pas s'exprimer, ils ne savent pas s'affirmer, et donc nous on crée ce club pour remédier à ce problème. Voilà. Ok. Moi c'est Gilles Rabé, pareillement en école d'ingénieur, École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, cyclisme mine. Représente. Non, donc là voilà, pareil, je suis là un peu par dépit. T'es venu dans ce podcast par dépit, bah c'est très bien. On m'a un peu forcé, mais sinon, non, très content. Et puis j'espère que ça va nous aider à mieux parler. Ok. Moi, je suis Mathieu Lahurte. Donc, voilà, j'ai 20 ans et donc je suis en école d'ingénieur, à l'ISMIN, comme tout le monde ici. Et je laisse la personne qui me tient le micro en ce moment même se présenter. Alors, comme vous le voyez, faute de budget, je suis aussi perchiste. Mais sinon, le reste du temps, je suis un peu ingénieur, enfin, en devenir. Ça arrive. Mais voilà, Mathéo Vaz, enchanté. Enchanté. Alors moi de mon côté, votre serviteur Maïdi Anadi. Qu'on remercie, bien sûr, d'avoir préparé cette séance. Merci. Élève aussi ici, élève ingénieur aux mines de Saint-Étienne, à Gardanne. Bon, on va commencer. Alors l'objectif du podcast, il est tout simple. Hein. C'est quand même de s'amuser, de prendre plaisir, de progresser, de partager un peu nos réflexions sur l'éloquence et sur bien d'autres sujets. Je vous ai préparé des petits trucs assez sympas. J'ai hâte. Bon, on a hâte. Déjà, on va commencer. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de parler de nos plus grands flops dans les prises de parole. Donc vous allez partager. Non, moi, je suis absolument d'accord avec ce concept. Et on va commencer par... Je vois que Gilles est un peu outré. J'étais pas prêt. Ouais. Donc, Moi je voudrais juste préciser que du coup là j'ai pas l'accès à la parole spontanée puisqu'il faut que je prenne la main de Baïd. C'est vrai. Donc je pense qu'en soi le flop c'est maintenant pour moi. super. Bon, on peut raconter ce qui nous a bloqué. Stress, trou de mémoire, ce que vous voulez. Et comment on aurait pu mieux gérer la situation. Si quelqu'un veut commencer, qu'il se lance. J'ai pas d'idée qui me vient. Mais je pense qu'on peut vraiment... Ah bah, si t'as une idée, vas-y. J'en ai un, mais c'est parfait. Vous voulez que je démarre? Bien sûr. Très bien. Alors du coup, je raconte cette petite histoire. Ouais. Donc, j'ai fait mon lycée au lycée militaire de Saint-Cyr, sur Saint-Cyr-l'École, dans le 78, à Versailles, juste à côté de Versailles. Et on avait un petit oral d'anglais à préparer, un petit truc de 5 minutes, tout con. Jusque-là, il n'y avait absolument aucun problème. C'était assez souvent réussi, mes oraux. Et ce jour-là, le texte n'est pas venu. Parce que souvent, quand je prépare mes prises de parole, je prépare mon texte, j'écris à peu près tout ce que je veux dire, quasiment mot à mot, ça dépend. Maintenant, je le fais moins, mais j'écrivais quasiment mot à mot. Et le truc, c'est que au moment où je suis passé, au bout de 2 minutes, blackout, plus rien qui venait. J'étais devant tout le monde, plus rien. Et du coup, j'ai dit Can I make repeat. Du coup, j'ai recommencé entièrement ma prise de parole comme si de rien n'était. C'est passé Le jour même. le jour même. Du coup, c'était un peu gênant. Mais voilà, je crois que c'est celle que j'ai le moins bien réussi. Bah, au final, c'était bien géré, en vrai, comme situation. oui, Je trouve que c'est une bonne chose. Je les prépare quand je les prépare, mes oraux, quoi. Moi, j'aimerais juste ajouter un petit truc. Je pense que tu devrais mieux tenir le micro. Mais... Comme ça, je pensais qu'on essayait de cacher la misère. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est franchement dire recommencer depuis le début, c'est courageux et
Bah en fait, c'est-à-dire que c'est soit j'avais 3, Ouais. soit je recommençais en faisant comme si de rien n'était. Sauf que les gens, ils ont réentendu les 2 premières minutes. Ok. Mais après, il y a quand même beaucoup de gens qui pourraient se dire, tiens, là je suis dans la merde, je veux que ça s'arrête le plus vite possible. Et toi, t'as dit non. Et ça, c'est beau. En vrai. Les mecs repeat. La phrase totale. Après, ce que je trouve qui est intéressant dans ton histoire et qui est un petit peu symbolique des problèmes qu'on essayait de convaincre, c'est que du coup, t'avais appris ton texte par cœur, Ouais. et comme c'est du par cœur, comme tu récitais une poésie, hein, c'est exactement la même chose. Et ben c'est pas des mots qui viennent du cœur, c'est pas des mots que tu prononces toi, c'est des mots que t'as appris sans vraiment comprendre leur sens. Et Ah, c'est quand même moi qui ai écrit le texte. Enfin, je veux dire. non, alors je ne doute pas. Excusez-moi. Je ne doute pas de tes capacités à comprendre l'anglais, mais il est clair qu'en apprenant ce texte par cœur, tu t'es plus soucié de comment le retenir le plus efficacement possible que de transmettre un message en fait. Tu voulais avoir la bonne note, donc retenir tout le texte. Donc tu t'es pas dit je veux transmettre un message, je veux expliquer aux gens ce que je suis en train de dire. Alors tu vois, moi justement, je suis pas tout à fait d'accord, surtout quand c'est des exercices particulièrement cadrés. Alors je suis d'accord dans des prises de parole très libres, etc. Ce pourquoi je dis ça, c'est moi mon point, c'est de dire la spontanéité, c'est important, et je pense que ça confère une forme d'éloquence. Ça donne envie aux gens de... Mais dans des exercices académiques où t'as un temps de 5 minutes que tu dois pas dépasser avec genre 10 secondes d'écart et tout ça, c'est pas permis, je pense. De parler avec aisance, enfin je veux dire avec spontanément. préparer. Alors non, je dis pas qu'il faut pas préparer, je dis juste qu'il faut pas surpréparer. À la limite, je trouve que c'est bien de suivre le conseil que donnent la plupart des profs, c'est-à-dire avoir une feuille avec des mots-clés et de ne surtout pas chercher à mettre des phrases écrites sur ta feuille, parce que sinon tu vas commencer à lire et une fois que tu arriveras à la fin de ta phrase, tu perds... Non, mais après, moi, je suis d'accord avec ce que Auguste dit. Il faut savoir ce que tu vas dire sans savoir comment tu vas le dire à la virgule La près. spontanéité, je pense que ça confère une forme d'éloquence. Il faut que tu dises les choses comme tu le sens vraiment et ça permet d'avoir un meilleur... Enfin, ça coule mieux, quoi. Alors si j'ai bien compris, c'était en anglais. Ouais, exactement. Ouais, donc c'est plus difficile. Bah ouais, c'est-à-dire que... Ouais, oui, c'est plus difficile. En français, t'aurais pu peut-être improviser alors que... Ok, très bien. Est-ce que vous avez des idées en tête, des expériences où vous avez, Alors moi je peux partager une petite expérience. C'est un petit flop parce qu'avant ça comptait pas. J'étais trop jeune, mais bref. Mais en fait récemment j'ai eu du coup pour le stage qu'on cherchait, j'ai eu une petite interview en anglais avec ma tutrice de stage qui parlait avant tout anglais. Et en fait à ce moment-là je me suis dit il faut que je me vende à mort, etc. J'avais un peu cette pression là. Et c'était la première fois que je parlais autant en anglais aussi longtemps. Enfin voilà, bref. C'était vraiment un exercice nouveau. Et à un moment, je sais pas ce qui m'arrive, je me suis dit, je mens. Je commence à mentir là. Je me suis dit, en fait, elle me pose des questions et je me dis là, si je dis pas que je suis un pro, elle va jamais me prendre. Je commence à mentir, tu vois. En mode mon TIPE, je l'ai fait sur de l'IA, etc. On a fait l'algorithme Inmax avec un pote et elle commence à me poser des questions. En mode input, output, vous jouez, enfin quel genre de structure, etc. Et je commence... Input. Écoutez, j'ai été en full bluff pendant 15 minutes sur mon TIPE en anglais pour trouver mon stage. Et je l'ai eu. Est-ce qu'elle t'a cramé ? Elle m'a pas cramé, mais franchement, mon anglais, il a chuté, vraiment, parce que essayer d'inventer une histoire et de parler en anglais en même temps, c'était catastrophique. Et je l'ai senti parce que elle disait, ok. et vraiment, elle essayait de passer vite à autre chose, mais c'était... Pour prêter à l'exercice qu'elle t'a fait faire une interview en anglais, ou c'est parce que... En fait, elle parle surtout anglais. Du coup, voilà, on l'a fait en anglais et c'était aussi pour savoir si j'étais à l'aise en anglais, donc voilà. D'accord. Mais tu n'as pas parlé anglais pendant ton stage ? Si. Enfin, principalement avec elle, ouais. Ok, très bien. Mais C'était ton stage là, de première année de 1 mois ouais, carrément le mois dernier. Ok. Donc c'était un peu une sorte d'entretien, quoi. Ouais. Et franchement, c'était difficile. J'ai jamais autant sué de ma vie, les gars. Je vous jure, plus jamais je fais ça. Mais du coup, mentir, c'est pas bien. Et si vous le faites, faut maîtriser son mensonge. Ouais, voilà. Ok. Moi, ça m'évoque encore un commentaire. C'est que je pense que c'est très difficile de faire un truc intéressant, enfin de donner envie aux gens de vous écouter. Enfin, je pense,
si vous mentez. Enfin, je pense que ça se sent et c'est compliqué d'être intéressant et convaincant en mentant. Parce que t'as pas la vérité de ton côté et c'est flagrant, quoi. Mais c'est carrément ça. En fait, je pense que tu peux pas convaincre si t'es pas convaincu. Tu vois, genre vraiment, c'est impossible. C'est comme les gens qui partent en réunion ou qui vont faire un speech, mais ils sont pas motivés, tu vois. Ça se voit quand t'as mal dormi la veille, tu vois. Et ouais, faut vraiment faire attention à ça, je pense. Ce que t'as dit, je suis vraiment d'accord. Faut être convaincu soi-même avant de convaincre les autres. Ça, j'en suis sûr. Il y a aussi l'infraverbal qui joue, c'est-à-dire que t'es un peu stressé et ça se voit. Donc elle a du mal un peu à penser que ce que tu dis c'est totalement véridique, tu vois. Ouais, c'est clair. Alors, je vais vous parler moi de ma propre petite expérience. Beaucoup de flops en fait. Beaucoup de petits flops, mais rien que dernièrement en fait en tutorat d'allemand. Mais parce que le fameux. Mais voilà, parce qu'en fait aussi j'ai des difficultés de langue. Et donc, Ouais, ça aide pas, ça. voilà, en fait, J'aurais pu le dire, j'avais oublié, c'est là. parce que voilà, on en revient en fait un peu au même genre de difficultés qu'a pu rencontrer Gilles, parce que je prépare vraiment tout en avance. Ah ouais, là par contre, vraiment. Ouais. Même aujourd'hui. Pas la dernière fois, donc parce que justement c'était par rapport à notre CV. Donc j'avais rien préparé, et là je devais faire en full impro. Et voilà, donc j'ai essayé de. Il s'est passé ce qui s'est passé, voilà. Et arrive l'inévitable. Le moment où en fait je ne sais pas dire ce que je veux dire, donc je cherche d'autres formulations et tout et je trouve pas, et donc je reste comme ça, je le regarde dans le blanc des yeux un moment, je dis rien et je me dis bon tant pis. Je fais pas d'eux ou quoi que ce soit. Je fais genre ce que j'ai fait du coup, c'est que Je me suis cassé. non mais je me suis dit bon tant pis, ça va me revenir. Je suis resté un moment avec un air pensif comme ça, en regardant dans le côté, en mode philosophe, comme si Comme si t'allais trouver la solution. genre je réfléchissais à ce que j'allais dire. Je voyais que la prof, elle était un peu gênée, mais je me suis dit, bon, si j'ai l'air de savoir ce que je fais, peut-être qu'elle aura l'impression qu'il n'y a rien. Et donc, je suis resté comme ça longtemps, genre 20 ou 30 secondes. Ah oui, assez long quand même. Ouais, très longtemps. Et le mot m'est revenu, et j'ai pu repartir et tout, et faire comme si de rien n'était, et j'ai pu gérer au final mon tutorat, mais... La prof, elle a pas dit. Ouais. In 2008 wurden die Bioschokoladen von der Firma entwickelt gehabt. 2008. La prof, il y a eu un gap, elle a loupé un épisode. Elle a pas dû. C'est assez fou parce que du coup, j'ai vécu exactement la même expérience à peut-être un intervalle d'1 heure. Et ce qui est très marrant, c'est qu'à la fin de cette séance, elle nous a envoyé un mail à tous en nous disant vous avez super bien réussi vos tutorats, bravo à tous. Alors que la séance était absolument catastrophique. Elle me posait des questions, je ne comprenais pas le sujet. Genre, je n'avais pas la traduction du sujet, donc je ne comprenais même pas les phrases. Et c'était assez fou, c'est-à-dire que du coup, moi, je calais l'anglais comme je pouvais. Ah oui, non, mais c'était ça aussi, hein, c'était... Mais je sais pas si toi, tu prépares aussi tes textes d'allemand autant... Alors maintenant, moi, je suis complètement différemment, c'est-à-dire que je m'appuie sur le diapo, j'écris les chiffres clés, genre de trucs, et après je m'entraîne à passer dessus, c'est-à-dire que je passe avec le diapo et puis je vais pas beaucoup plus loin que ça. Je passe avec le diapo, je vois ce que je vais dire, je repasse avec le diapo, je le fais d'une autre manière, mais globalement je dis la même chose, et au bout de 4-5 fois, sur un intervalle de 1 ou 2 jours, je peux passer sans trop de difficultés, mais au final c'est pas vraiment de la spontanéité parce que je sais ce que je vais dire globalement. Surtout que les choses que je dois dire sont écrites sur mon diapo, mais sinon, je fais quand même les phrases en direct, quoi. Enfin, dans une autre langue. Après, en français, on s'en fout. Ouais. Moi, je pense qu'une bonne solution dans ton cas, Mathieu, c'est que quand tu bloques, j'ai regardé beaucoup de conférences, et quand les gens bloquent, ils ont tendance à extérioriser le fait qu'ils bloquent. Et donc dire simplement, attendez, là j'ai perdu mes mots,
et je vais essayer de me retrouver, je me suis un peu perdu, je vais me retrouver, bah, je pense que ça fonctionne mieux que d'attendre 30 secondes parce que la personne ne sait pas ce qui se passe dans ta tête et elle commence à devenir vite gênée. Mais en fait, le seul problème de l'allemand, c'est qu'en fait, on doit mettre son verbe très tôt dans la phrase, enfin à la fin, pardon, et du coup, tu te perds complètement dans ta phrase. Et Oui, en fait, ça n'a oui. plus aucun sens ce que tu dis, parce que tu sais plus où tu dois mettre le mot à quel endroit. Et en fait, bah là, c'est vraiment le problème de la langue. C'est pas genre comme en français où si tu bloques, tu peux dire une autre phrase, pas de problème. Pour autant, je trouve que c'est un problème. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle en prépa, en call d'anglais, ça m'est arrivé, je pense, au moins 1 ou 2 fois. Mais c'est sûr. Non, mais c'est. Et en fait, je suis assez d'accord avec le commentaire de Baidi. Je pense qu'il faut. Ouais, extérioriser, mais peut-être pas en disant là j'ai perdu mes mots, machin, mais plutôt en anglais t'as quand même l'excuse. Bon, quand t'es en call d'anglais, t'es pas censé avoir cette excuse, mais dans la vraie vie, quand t'es avec des étrangers, les gens ils savent que t'es étranger, ils savent que t'apprends leur langue, tu fais des efforts, donc tu vas leur dire mais comment vous dites to say machin. Et ça, limite ils aiment bien parce qu'ils voient que ils voient que tu fais un effort pour essayer de bien parler leur langue et limite je pense que ça fait plaisir pour eux. Oui, complètement, je suis complètement d'accord. Bah, en fait, là, le souci, c'était que c'était vraiment un très très long silence. Mais après, en fait, le problème, c'est qu'avant, ça m'arrivait aussi d'avoir des silences plus petits et je faisais des tout ça. Et enfin, là, du coup, maintenant, donc, j'essaie de faire un effort et en fait, j'ai remarqué que plutôt que de faire justement un comme ça qui est un peu énervant, mettre un silence. Ça passe beaucoup mieux que ce qu'on pense, mais en l'occurrence, oui, là, c'était beaucoup trop long. Il aurait fallu que... Le silence, il est valorisé quand t'évites de dire mais quand ça devient trop long, on se demande ce qui se passe. Puis de ce que tu disais, le problème, Gust, c'est que quand tu as déjà dit 2 fois comment on dit ça, et que l'entretien dure 5 minutes, il y a un moment où il n'y a juste pas les mots, il n'y a pas la langue derrière, il n'y a rien. En fait. Il n'y a rien. Mais je suis complètement d'accord. Mais il faut pas en abuser, et si ton entretien dure 5 minutes, là tu peux essayer de le préparer de manière à ne pas oublier tes mots. Le truc, c'est quand c'est elle qui pose les questions, c'est le problème. Mais là, je pense, tu vois, les questions, alors si c'est pour un examen à l'oral, tu vois, je pense qu'il faut pratiquer la langue de bois. L'art de meubler, tu vois. Oui, mais meubler avec quand t'as les mots, c'est bien, quoi. Mais là, en allemand, enfin, vraiment, je sais pas si c'était comme moi, mais j'ai vraiment aucun, il y a rien. Il y a rien, je ne sais rien dire. Et du coup, c'est assez rigolo, vraiment. Ouais, ça... Mais je pense que tu devrais... Mais je veux pas, Tu devrais t'améliorer. Ouais, tu devrais être meilleur. Non, mais je pense que tu seras content si t'as une 3e langue à mettre bien sur ton CV. Oui, mais moi, j'en suis content. Je la mettrai, et si j'en ai besoin, là, je travaillerai. Okay. T'as peut-être une anecdote à partager, Baidi? Honnêtement, sans fausse prétention, j'ai pas eu de grand flop. Ça y est, point faible trop fort. La chose qui me vient à l'esprit, c'était un petit truc, en fait. On devait être en école primaire et on devait passer chacun à notre tour devant une scène, c'était une scène de théâtre, en présentant un tour de magie. Et moi, j'avais fait quelque chose d'assez élaboré, mais qui demandait du coup plusieurs étapes pendant que j'étais devant les spectateurs qui étaient nos parents en fait. Oh, la pression. Et à un moment donné, je me perds dans le truc, je bafouille. Et en fait, le flop, il vient pas tellement de je perds mes mots ou je sais pas quoi dire, mais le tour de magie n'a pas marché en fait. Je fais le reveal, le grand show-off, tu vois. Et là, pardon, je viens de positionner comme possible. Mais la couleur qui était censé changer, tu vas passer du orange au bleu et rester orange. les parents n'ont pas compris, tu vois. J'ai quand même reçu une tonne d'applaudissements. Bon, ça a marché. Le flop à l'état pur. Exactement. Mais non, autrement... Voilà. Mais attends, tu sais que Baidi, là, tu me rappelles un flop récemment, fête de la science, cette année. À un moment, en fait, on faisait des petites manipulations, des expériences, pour montrer, voilà, aux enfants, c'est rigolo, vous avez vu, l'eau, elle fait ça. Bref, il y a l'expérience où, tu sais, t'as un gobelet et dessous, tu mets un papier un peu spécial, soit un truc une carte postale ou bien du papier canson, bref, qu'importe. Et en fait, l'eau, elle reste dans le verre, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai ma bassine avec de l'eau, je fais mon expérience, tout ça, je commence à voir la main, tu vois, je prends la confiance. Et au bout d'1 heure, je sais pas, je commence à faire les choses à l'arrache. Et à un moment, je tiens le verre comme ça, juste en face de moi. Et gros, il y a vraiment toute l'eau qui se renverse sur 2 parents, 3 enfants, gros. Et je suis là, je dis... normalement ça marche.
Et ils m'ont regardé, gros. Ils sont fait non, c'est bon. Faut dire qu'ils sont, voilà, c'est pas forcément des plus bienveillants. Et franchement, ça, c'était un gros flop. Et je me suis dit, putain, j'ai fait autant d'études pour fail un gobelet, gros. C'est marrant comment tu dis. C'est un beau flop, tu dis ça comme si c'était une bonne. Ouais, j'ai bien réussi là. Ah là, mon gars, on pouvait difficilement rater autant, tu vois. Je les ai tous touchés, tu vois. T'en as raté personne. Ok. Et toi alors? Moi, j'ai pas vraiment d'expérience. J'y pense depuis tout à l'heure, mais j'ai pas vraiment d'expérience gênante de ce type qui me viennent à l'esprit. Pourtant, j'ai l'impression que j'en ai vécu. Il me semble, hein. À part les. Dans une vie, mais. T'as dit, il me semble que j'étais quoi? J'ai été riche là. Ah, ce que t'avais l'air de dire, c'est que j'ai raté. On fera ça au montage. Un nouveau flop pour Buddy. Après des années. Masterclass. Non, mais je sais pas. Non, mais j'ai eu des expériences comme vous déjà en prépa, aussi long que je me souvienne. Et bah, forcément, très gênant. Hein. Très gênant. Mais où tu cherches tes mots, mais sinon je me rappelle pas. Mais en fait, je pense dans ce genre de situation, vraiment, c'est un skill broken, c'est de désamorcer. Oui, genre, j'avais un pote, il faisait des flops H24, mais derrière, il avait l'idée pour transformer son flop en masterclass. Ça, oui. Mais les gens qui arrivent à faire ça, c'est les plus forts. C'est un talent de fou, je trouve. Et c'est un peu genre les humoristes qui font du stand-up et tout. Même quand ils flopent, tu vois, genre l'instant d'après, ils sont capables de rattraper le truc. Et ça, je trouve ça incroyable. Ça, c'est l'art d'improviser en fait. C'est ça qu'il faut acquérir, mais je sais pas comment on fait. À vous de me dire. Ça va bien, ouais. Parfois, les humoristes, ils bénéficient quand même du statut d'humoriste. Je trouve qu'ils n'arrivent pas forcément nécessairement à reverse le truc, mais tout le monde rigole bêtement parce qu'en fait. Ouais, bah il y a l'atmosphère derrière aussi. Ouais. C'est vrai que tu rigoles pas autant quand tu regardes une vidéo et quand tu y es en fait. Exactement. Ok. Bon, alors on peut se lancer sur un deuxième sujet. Qui est à vrai dire assez bateau. Mais bon. Alors, le débat. La question est la suivante. Y a-t-il des gens naturellement doués pour l'éloquence? Ou est-ce que c'est une compétence, vous pensez, que tout le monde peut développer? Est-ce que tout le monde peut être éloquent? Ou alors il y aura... C'est deux questions que tu poses. Moi, je pense que tout le monde peut être éloquent, mais il y a quand même des gens pour lesquels c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Ah ok, beaucoup plus difficile. Alors, pourquoi? Alors tu penses que c'est inné ou... Alors moi je pense qu'effectivement, de par leur vécu, il y a des gens qui se rendent la chose difficile, mais je pense pas qu'à la naissance, il y a des gens qui soient plus favorisés à bien s'exprimer. En fait, oui, en effet, il y a tout ce qui est le vécu qui va faire est-ce que tu as confiance en toi, etc. Ouais. Mais un truc tout bête, genre vraiment, je pense le physique, ça joue énormément. À part le physique, mais je pense que c'est quand même un facteur assez mineur. Alors peut-être pas mineur, mais c'est pas aussi prédominant qu'on voudrait nous le faire croire. Je suis d'accord avec Auguste. Ouais. Bon, le physique. Mais je pense que ça joue quand même. Tu dis on s'en fout, mais en fait, bah bien sûr, c'est dans la tête, mais c'est inconscient. Genre, quand tu choisis, tiens, lui, il a du charisme pour moi, tu réfléchis pas en fait. Tu te dis jamais, il est charismatique. Bah, un mec beau, il peut fail, ce sera toujours mieux appréhendé que quelqu'un qui est moche, quoi. Carrément. Je trouve que quand quelqu'un il parle mal, qu'il soit beau ou moche, j'ai envie de dormir quoi. Oui, s'il parle mal. Ouais, ok. Mais si un gars pas ouf. Après, si c'est une belle fille qui parle, bon. Non, justement, je suis pas d'accord avec la fille parce que justement, t'es déconcentré par autre chose. Mais attends, je parlais de ses charmes, je parlais de ses charmes, de son aura féminin, tu vois. Bien sûr. Mais non, moi je pense que alors peut-être pas forcément à la naissance, mais très rapidement, il y a des gens qui sont capables de parler en public. Mais très rapidement, dès les enfants, tu vois qu'il y en a qui vont être très renfermés sur eux-mêmes, et d'autres qui vont être beaucoup plus ouverts. Ça, encore une fois, je pense que ça dépend et de l'éducation. Non, je pense que c'est pas inné. Je pense que ça dépend des parents. À quel point ils te donnent confiance en toi, ton expérience, ton environnement. Est-ce que même ton rapport à l'école, je pense. Parce que moi, je vais te dire, enfin, c'est l'occasion. Je te coupe un peu la parole. Non, vas-y. C'est l'occasion pour moi de parler un peu de mon vécu. Moi, quand j'étais au primaire, j'étais vraiment une merde. Genre, j'étais vraiment le dernier de la classe. J'étais vraiment du coup, quoi. Et et je pense que je détestais l'école, et du coup quand il fallait passer devant la classe pour parler, moi j'étais très mauvais et je stressais beaucoup, et c'est que quand j'ai commencé à aimer l'école que j'ai commencé à vraiment performer sur ce genre d'exercice oral.
Donc je pense que il y a rien d'inné et ça dépend vraiment de ta situation et de ton vécu. Alors, je suis d'accord avec ça, mais en attendant, une personne qui est timide naturellement, je pense que, tu peux pas y faire grand chose, elle restera timide. Et c'est pas forcément dans n'importe quel environnement. Il y a des personnes qui iront pas vers les gens naturellement. Ça, c'est évident. Ça vient avec ton éducation. Personnalité, il y a des choses que t'aimes et que t'aimes pas. Il y en a qui aiment pas forcément aller vers les gens, et ces personnes-là, je pense qu'elles ont plus de difficultés à parler. Je suis complètement d'accord, mais pour moi, c'est pas de l'inné, c'est déterminé au final par ton environnement. Bah oui, forcément. Mais il y a une part de... Tu peux même, quand t'es jumeau, il y en a qui vont être plus ouverts que d'autres, tu vois. Et pourtant, ils ont vécu exactement la même chose. Mais moi, par exemple... Tu vis pas jamais exactement la même chose. Certes. Oui, mais par exemple, pour les enfants qui sont nés avec un handicap, par exemple, je pense aux autistes. What the fuck? Pourquoi tu veux regarder la tête de Vous, là, il y en a deux qui rigolent là. Regardez les Mais les autistes, voilà, sont nos amis. Non mais... Pourquoi tu dis ça comme ça? Mais oui. On a la police des mœurs à ma droite, hein, à ma gauche. Vous êtes pas chaud, on se reconcentre. Non mais c'est sérieux ce que j'allais dire. Mais même Oussama Hamar, il a pas osé, gros. Non mais ce que j'allais dire, c'est que ces gens-là, ils ont parfois des difficultés sociales et donc ils ont des problèmes à s'intégrer avec à la société globalement et donc ils peuvent avoir cette difficulté à communiquer avec les gens. Pour autant, ça se travaille. J'ai un exemple, j'ai regardé un reportage qui est paru il y a assez longtemps, mais en fait, t'as une boutique sur les Champs-Élysées, une boutique qui vend du café, qui recrute des personnes atteintes de handicap. Et tu vois les gens se transformer littéralement par vocation et par passion pour le métier qu'ils font. Ils sont accompagnés, ils sont dans de bonnes conditions de travail et en fait ils arrivent à s'épanouir et parfaitement bien communiquer. Et c'est un peu une réussite dans le monde professionnel de faire ça, quoi. Donc c'est toujours possible de progresser. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Mais après, ça dépend aussi de ton environnement. Tu vois, pour les autistes, généralement, ils ont cette charge de se dire « il faut que je m'intègre ». Et justement, ils ont envie vraiment de s'intégrer tout le long de leur vie, alors qu'il y a des gens qui sont renfermés sur eux, qui peuvent très bien vivre comme ça, tu vois. Ouais. Et pour les autistes, cette pression, parfois, elle peut mener à quelque chose de positif s'ils sont dans un bon environnement. Donc, comme tu l'as dit, dans un café, qui sont pris en charge et que la clientèle est bienveillante. Ouais, c'est ça. Mais au final, si t'es entouré de personnes comme toi... Comme moi. Non mais on reviendra sur l'extrait que t'essaieras de cacher où tu dis par exemple les autistes. C'est vrai, je voulais en parler. Mais non, mais au final, il y a plein de gens qui sont moins tendres et avec ce genre de personnes, même s'ils ont des difficultés et qui essayent pas de les comprendre. Et si t'es pas compris, en fait, juste tu te pètes la gueule, quoi. Il y a plusieurs niveaux en fait, parce que souvent, comme tu dis, si tu as un environnement qui est bienveillant avec toi, tu peux très vite prendre confiance en toi et être meilleur à l'oral, quoi, être très éloquent. Tandis que dans une situation où en fait tu es un peu gêné et que l'environnement, les gens, tes interlocuteurs sont pas forcément bienveillants, tu deviens vite crispé, tu perds tes moyens et tu sais plus quoi dire. Ouais. Je trouve que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Quand tu sens de l'hostilité venant de l'auditoire, tu vas un peu plus te crisper à la moindre faute. Alors que si tu es un peu plus à l'aise, tu sais que les petites fautes, on va te les excuser, tu vas pas t'arrêter dessus et ça va être fluide. Et ça sera d'autant mieux pour ton discours. Et ça rejoint un peu l'école de prépa, hein. Ouais, tout à fait. Je trouve que c'est un très bon exercice d'ailleurs. Ouais. T'obliges à avoir un jury qui est difficile, quoi. Mathieu, je vois que t'es un peu crispé, t'as vécu dans un environnement... Non, mais t'inquiète. Non, mais c'est le micro, quoi. Là, j'ai le... Ouais, je comprends, t'es tout tendu, tout congestionné. Ok, bon, on te donnera plus de paroles à la prochaine question. Et est-ce que vous auriez en tête... Oui, vas-y, Mathieu. Je pourrais agir, mais en fait... je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, là, Baïdi, que tout le monde en fait peut réussir à gagner en éloquence finalement, mais voilà, en fait, on part tous d'un point différent. On n'a pas eu tous le même vécu. Il y a aussi, je pense qu'il y a quand même une légère part d'inné quand même sur la personnalité, qu'on soit introverti ou extraverti. Il y a peut-être après. Mais ça nous détermine pas forcément le fait qu'on va être forcément pas éloquent ou pas. Ça veut dire qu'on va avoir
peut-être plus de difficultés, mais enfin, au final, c'est quelque chose qui se travaille. Faut juste prendre l'habitude en fait. Et peut-être qu'il y a justement pour les gens extravertis peut-être moins de travail à faire de ce point de vue-là. Oui, c'est vrai. Mais après, moi, je trouve que c'est un truc fou sur cette question. On n'a pas parlé d'éducation, mais c'est vraiment important. Si, moi je l'ai un peu mentionné au début, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est très important, je trouve. On n'a pas assez parlé de culture, je trouve, dans le sens où, je sais pas, si tes parents lisent des livres, t'as tendance à plus... Je pense que c'est pas que les livres. Je pense que effectivement, si tes parents lisent des livres, toi tu vas en lire, donc tu vas mieux t'exprimer parce que tu auras plus de vocabulaire. Mais la confiance en toi que tes parents te donnent, je pense que ça joue vachement pour les enfants. Mais même au-delà de la confiance en soi, moi je pense qu'il faut parler de culture. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui débordent de confiance en eux, mais qui ont vécu dans des bars et des tours. Ils sont éloquents, ils savent très bien parler, mais leur niveau de langage c'est pas le même. Au final, on va pas les faire participer à des concours d'éloquence parce que c'est juste. Je rêve pas de ça non plus. Hein. Enfin, je veux dire, concours d'éloquence. Mais ce que je veux dire, c'est que la possibilité n'est pas la même si au final t'as grandi dans ton jus entre guillemets et que t'es pas allé découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres langues, même découvrir d'autres langues, mine de rien. Attends, tu trouves que découvrir d'autres langues et aller à la rencontre de d'autres cultures, ça te rend plus éloquent? Bien sûr. Mais tu sais, il y a des études. À ce moment-là, c'est la personne, c'est l'aura de la personne qui joue. C'est pas vraiment, ça n'a pas un impact direct sur le discours. Alors, moi, ce que je pense que tu veux dire, c'est que, tu sais, en fonction des cultures, les gens peuvent avoir des réactions différentes. Et toi, tu peux les percevoir de manière différente si tu apprends à les connaître. Et à ce moment-là, c'est plus une forme d'intelligence sociale. C'est ça. Et émotionnelle. Et il y a peut-être aussi l'idée que quand tu apprends une langue ou quelque chose comme ça t'amène à plus t'ouvrir au monde et à peut-être à accueillir plus les gens et avoir plus d'interactions. Mais même d'un autre point de vue, j'ai vu une émission sur Arte qui parlait de ça, genre vraiment le langage, mine de rien, ça conditionne la manière dont on va parler. Et en fait, si tu apprends différents langages, tu peux concevoir les choses de manière différente. Par exemple, en allemand, on parlait de l'allemand tout à l'heure, il y a des mots qui sont propres à l'allemand et qui expriment des idées particulières. Il me semble, bon, je vais pas me lancer là-dessus parce que j'ai oublié. Non mais si, non, attends, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, je sais pas si tu connais l'émission Carambolage. Ah ouais, moi je connais. Du coup, c'est une émission c'est une émission franco-allemande. Donc je pense qu'ils font des vidéos en français pour les cours de français en Allemagne et réciproquement, ils font des vidéos en allemand pour les cours d'allemand en France. Et ils expliquaient dans une vidéo que il y a exactement la même chose en français. Par exemple, le second degré, c'est un concept typiquement français qui n'existe dans aucune autre langue. Et alors que pourtant, je vais apprendre un truc là. Ouais, mais pourtant, c'est une forme de sarcasme. C'est pas exactement du sarcasme, mais pourtant le second degré, je pense qu'ils en font dans d'autres langues, mais ils savent pas le qualifier. Et savoir le reconnaître et l'identifier, effectivement, peut-être que ça te confère une certaine éloquence. Faudra quand même aller le fact-checker après. Mais non, en vrai, je le crois. Voir la vidéo de Carambolage, je vous la reçois. Allez, on la met dans la description. De toute façon, c'est le travail de Baïdi, on lui donne volontiers. Pas de soucis. On enchaîne. Est-ce que vous auriez des exemples de figures éloquentes, c'est-à-dire des gens qui vous inspirent ou pas du tout? Alors moi, je pense que c'est assez particulier, mais moi j'avais sorti ça à des oraux de concours, Mines Télécom notamment, mais un mec qui m'inspire beaucoup, alors je sais pas si c'est que l'éloquence, mais c'est Jean-Marc Jancovici, vraiment je trouve que il est épatant, à sa manière il est épatant je trouve. C'est pas le grand modèle d'éloquence, de concours d'éloquence, qui fait des phrases verbeuses, c'est un mec qui... il dit les choses carrées, c'est clair, c'est convaincant parce que c'est sourcé, et il est capable de rebondir si tu l'attaques sur ce qu'il dit. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui est très étonnant à sa manière en termes d'éloquence. Alors moi je l'aime pas, Jean-Marc. Je trouve qu'en fait, après j'ai regardé une interview peut-être un peu particulière où il paraissait un peu hautain, ça m'a dégoûté. Mais je trouve que ça reste quand même quelqu'un de très intelligent évidemment, qui s'exprime bien, et c'est vrai qu'il s'exprime genre... il en fait pas trop. Ouais, il fait juste assez. Et il développe des trucs qui sont assez compliqués, mine de rien, et il arrive quand même à les faire comprendre. Et ça, je trouve que c'est une force. Un truc que j'adore chez lui, c'est qu'il donne envie de réfléchir. Ouais. Et vraiment, genre, tu l'écoutes et tu te dis, ok, mais pourquoi est-ce que c'est pas comme ça? Et si j'allais chercher là-dessus? Et genre, vraiment, j'aime beaucoup son discours, mais je l'aime pas. Okay. Un autre truc que je trouve intéressant dans sa manière de parler, c'est les images qu'il donne, elles sont toujours très parlantes. Il trouve toujours une manière d'imager son discours qui est remarquable.
Ok. Vous avez des... Moi, une figure que j'ai découverte récemment et que j'ai beaucoup appréciée, c'est... Bah super, j'ai oublié. Ok. Attendez. Ça va revenir. Dominique de Villepin. Ok. Qui, franchement, il est investi. Vraiment, dans ce qu'il fait, il est investi. Tu sens qu'il est là pour quelque chose, pour faire bouger les choses. Et en fait, quand il parle, même si t'es pas d'accord avec lui, même si il te manque une partie du contexte, genre vraiment, t'as envie d'en savoir plus, t'as envie de réfléchir avec lui, de parler en fait, complètement, et t'es à fond dans le récit, et il n'y a pas de moment où tu penses à autre chose, où t'es pas mis en haleine en fait. Genre c'est un film, ce gars c'est un film, c'est incroyable. Genre vraiment, je trouve qu'il transporte vraiment quand il parle. Ok, intéressant. Je l'écouterai alors, dans ce cas. C'est vrai que j'ai jamais écouté... Mais je fais pas du tout son apologie, attention. Gilles, Un peu quand des même. idées Mais les hommes politiques en général, je trouve qu'il y en a des. On peut ne pas aimer la politique, ne pas aimer les hommes politiques, mais il y en a qui sont. Par exemple, une personnalité hyper controversée, genre Louis Boyard, je trouve qu'il s'exprime assez bien. Et une manière de s'exprimer qui est pas mal. C'est parfait que t'en parles, parce que juste avant on parlait de physique et d'éloquence. Je pense que Louis Boyard justement, Ça le dessert son physique, tu penses? Ouais. genre vraiment, parce que c'est alors Enfin, là, vous tirez juste sur lui Boyard. Il y a pas de... alors je dis pas qu'il est éclaté, mais Tu le sous-entends que. non, plus sincèrement, genre je pense que il a pas vraiment le visage qu'on se fait par exemple d'un député ou voilà. Du coup, il paraît moins sérieux. Si tu mets une personne âgée de 70 ans, là tu te dis waouh, quelle éloquence. Alors que quand c'est Louis Boyard qui est jeune, qui a le physique qui est le sien, et ben très vite t'as l'impression que C'est à quelqu'un qui n'est pas de son camp politique, pas du tout. Christiane Taubira, ancienne ministre des Sceaux. Garde des Sceaux. Garde des Sceaux, pardon. Mais alors, elle a un charisme et une éloquence faramineuse. Franchement, il faut l'écouter. Elle a des interventions à l'Assemblée nationale. Pourquoi tu rigoles, Gilles ? Elle a des interventions à l'Assemblée nationale qui sont, mais grandioses. Grandiloquentes. En fait, souvent, ils s'attaquent entre eux. Elle a une manière de répondre. Ouais. Parfois, j'apprenais ses phrases par cœur pour rétorquer à des gens qui voudraient insidieusement m'attaquer. Je trouve ça incroyable. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je trouve que c'est super de regarder les débats d'Assemblée parce que justement c'est là qu'il y a les plus belles tirades, je pense qu'on peut trouver, et les plus spontanées et surtout les plus utiles parce que derrière il y a un débat idéologique quand même. Donc c'est pas du vent quoi. Et donc je pense que c'est la chose la plus intéressante qu'on peut faire pour progresser. Et même, elle a écrit beaucoup de livres et dont les titres des livres sont parfois inconnus. C'est-à-dire que tu connais pas le mot qui est présent dans le titre. Si je vous dis saltimbanque, voilà. ouais, non, abuse pas. Ah ouais? Tout le monde a déjà entendu parler d'un saltimbanque, c'est genre un amuseur, ou un gars du cirque. Carrément, ouais. Non, Moi, je connaissais pas à l'époque où... Ouais, donc là, comédien, chanteur, danseur qui se produit en public. Ok, pas à ce point-là, ok. Mais oui, non, en vrai, c'est vrai que Taubira, moi je valide. Voilà, au final, on part sur de la politique, attention. Mais en fait, j'aimerais continuer au final sur ce sujet de la politique. Mais en fait, Alors on n'est pas là pour faire de l'opinion. Hein. On est là pour commenter le discours à la limite. La manière de... pas de l'opinion du tout. Vraiment rien à voir. Mais c'était une fois, j'étais allé en famille au musée de la Grande Guerre à Meaux. Et donc en fait, il y avait une représentation qui devait y avoir donc avec des vieux avions de la Première Guerre mondiale. Et la représentation mettait du temps. Il y avait un retard. Et donc, arrive le maire, donc Jean-François Copé, et en fait, sans aucune, je n'ai aucun avis politique, mais il s'est mis juste à parler, et on voyait bien que c'était vraiment pour faire attendre, mais il avait, vraiment, ça m'a surpris l'éloquence qu'il avait, parce que tout le monde parlait avant. Et il s'est mis à parler comme ça, tranquillement avec son micro, et tout le monde était captivé et s'est mis à l'écouter. Et j'ai trouvé ça
enfin, ça m'a vraiment surpris. Et enfin, pour moi, ça c'était vraiment, c'était mon expérience d'une personne charismatique et bah voilà, avec de l'éloquence. Mais là-dessus, sur ce genre de contexte, bah, du coup, je sais pas si c'était le cas ou s'il est vraiment charismatique parce que je le suis pas beaucoup, mais j'ai vécu un truc un peu pareil. Valérie Pécresse, ça doit vous dire quelque chose. Elle en a vécu des flops, elle, quand même. Hein. Du coup, en termes de charisme, on se dit pas c'est la référence. Et je suis allé à un de ces meetings, voilà, poussé par un ami. Je me suis dit bon, dans tous les cas, on s'ouvre, pourquoi pas. Allez. Et on y va. Et je kiffe le truc. Genre vraiment, c'était incroyable. Mais en fait, parce qu'il y a un effet de groupe de fou malade. Et un moment, elle est en train de parler. Je me dis, ok, là, j'écoute, je me mets à fond dans ce qu'elle dit. Et je me rends compte que c'est de la merde. Mais alors, attendez, on m'avait dit pas d'opinion. On m'avait dit pas d'opinion. Je suis désolé. Mais en tout cas, je me rends compte que j'adhère pas. Et pourtant, 10 secondes avant, j'étais à fond dans ce qu'elle disait. Et je pense que vraiment, genre, c'est l'effet de groupe. Ça peut vraiment pousser les gens à suivre des trucs qui sont pas vraiment si éloquents que ça ou si bien dit que ça. Et du coup, je pense qu'il faut faire attention à ça et aussi à l'image qu'on prête à la personne parce que ça nous pousse à avoir un regard biaisé sur la chose, quoi. Alors moi, je verrais la chose de façon inverse, c'est-à-dire que j'imagine qu'en fait, l'effet de groupe, il naît parce qu'elle incarne un certain charisme ou une... Mais non, pas forcément. Parce que là, tu vas à un rassemblement LR, tous les gens, ils sont en mode, bah, c'est notre candidat, donc on doit le pousser à fond, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Ok, ouais, ok. Mais ça, je tiens à dire quand même, pour moi, l'idéal du mec éloquent, c'est un mec qui arrive à soulever les foules. C'est un mec. Alors, c'est un être humain. Oh là là là. Je me projette sur la personne que je décris. Oui, moi je suis un homme. Mais non, mais J'ai peur de ça va là. l'être humain qui est éloquent, il arrive à soulever les foules. Oui, je vois. Mais qui est pas forcément, qui a pas déjà un statut avant. Dans le sens où il est personne, mais il arrive à... Et ça par exemple, je sais pas comment il s'appelle, mais est-ce que vous avez vu, il y a un jeune très, très jeune, je crois qu'il est, je pense qu'il est chez LFI, un truc comme ça. Non, genre un lycéen qui s'est fait connaître l'année dernière pendant les élections. Ah oui, je vois. Ouais, il est passé au Crayon, si vous connaissez ce média, qui font des débats. Et le mec, il critiquait notamment. Il est passé dans un débat où il critiquait l'utilité du service national. SNU. Ouais, le SNU, voilà. Bah, il était face à un autre jeune qui défendait à sa manière l'utilité du SNU, et lui, il était contre. Et surtout, en fait, ce qui a fait connaître ce mec, c'est. Il faisait, je crois, une tirade pour comment on appelle ça ? C'est un syndicat. Je crois que c'était la CGT, je suis pas sûr. En tout cas, il a fait une grande tirade et le mec était sorti nulle part. C'était un lycéen, il avait aucun background de fait, parce que c'est un lycéen, et il a vraiment captivé tout le monde. Il a fait le tour des réseaux parce qu'il avait un discours qui était étonnamment bien foutu pour un lycéen. Et donc, je pense que c'est quand même, c'est pas uniquement. T'es pas uniquement tributaire de ton background si tu veux être éloquent. Mais c'est intéressant en vrai ce que tu dis parce que je pense qu'il y a aussi cet effet de surprise qui peut aider dans l'éloquence. Ouais. Genre vraiment quand tu t'attends pas à ce que quelqu'un dise un truc super intéressant et tout, genre vraiment tu t'es surpris et tu te dis waouh mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mais qu'est-ce qui sort de sa bouche et tout. Et je pense vraiment cet effet de surprise il peut être cool et c'est un peu ce qu'essayent de faire les humoristes, du coup je reviens dessus. Et aussi quand tu fais vraiment un discours d'éloquence, le fait de changer le rythme c'est aussi un peu pour surprendre, tu vois, comme dans un match de boxe. DTR. Ah c'est vrai, non, j'allais la sortir. Non. Ok, j'avais un dernier sujet. C'était Miss Jirachi. Oui, je sais, mais moi c'était juste, je faisais du Squeezie. Ça, c'est un flop, ça. Ouais, et j'espère que tu mettras ça dans l'émission, parce que j'ai vraiment floppé. Ah, t'as dit quoi ? Mais il y a que Mathieu qui le sait, et les viewers. Mais... Ok, bah t'es quoi, mec, tu seras en full screen. Allez, super. Il y aura un petit zoom sur son visage. Et vous verrez, il y a un moment où vraiment tout l'espoir que j'avais en cette vanne est parti. Du coup, tu fais ta blague maintenant, s'il te plaît ? Ouais, s'il te plaît. Fais-nous rire. Ça, par exemple, c'est une volonté de faire du mal. De nuire à autrui. Ok, non, dernier sujet. C'est un truc un peu interactif. Alors, vous avez 30 secondes. Bon, 30 secondes. C'est Hugo Décrypte.
Non. 30 secondes pour improviser un mini discours où en fait vous vendez un produit. Et donc vous devez convaincre nous autres que le produit est exceptionnel. Mais si vous voulez, je peux commencer. J'avais proposé le miroir. Vendre un miroir. Voilà. 30 secondes, on compte pas. Oui, on fait au feeling. Bon, j'y vais en impro, je vous avoue que j'ai jamais préparé. Alors, voici le micro en question. Voilà, deuxième flop. Pas mal. Le miroir en question. C'est un miroir qui en fait est exceptionnel. Pourquoi est-ce qu'il est exceptionnel? Gilles, t'as pas le droit de rigoler. Non, il est exceptionnel pourquoi? Parce que vous pouvez vous voir dessus. On n'avait pas dit qu'il fallait croire en son discours. Alors, je vais arrêter de regarder Gilles, je vais regarder Mathéo. Parce qu'il me fait perdre confiance en moi. Bref. Donc c'est un miroir qui permet de te regarder. Et qui permet de prendre confiance en soi. C'est pas un miroir comme les autres. Étant donné qu'en fait il est sur 2 étages, on va dire, deux compartiments. Voilà, tu peux te voir sous tous les angles. Et voir que sous tous les angles, t'es magnifique. Et donc tu peux, avec cet objet, te répéter des phrases, faire des affirmations positives chaque matin pour te convaincre d'accomplir de grandes choses le matin. La journée. Complètement égocentrique. Certes, mais c'est utile. Tu sais que quand tu m'as dit tu peux te regarder sous tous les angles et savoir que t'es magnifique, je crois que mon cœur a commencé à battre la chamade. Balance-toi. Ok, pas mal. Est-ce que je peux essayer de le vendre moi? Ah non, on doit vraiment prendre ça. Alors je sais pas, en tout cas moi je suis inspiré pour vendre ce truc et je partirai pas sur les mêmes axes que Baidi. Moi je vais pas se présupposer qu'on est beau. Moi non, en tout cas je vais pas le présupposer, mais par contre je trouve que le visage c'est important parce que c'est la première chose que les gens voient quand ils vous regardent. Donc s'il y a quelque chose qui va pas dessus, c'est problématique et ça envoie peut-être un signal négatif à ton interlocuteur. Donc il faut être capable, il faut avoir la possibilité régulièrement au cours de la journée de pouvoir vérifier que tout va bien. Là par exemple, je regarde ma tête, je vois mes grosses dents dégueulasses, je me dis faut vraiment que je fasse de la chirurgie esthétique parce que là ça va pas. Mais pourquoi ce miroir exceptionnel? Pourquoi celui-ci? Et alors celui-ci il est pratique parce que déjà il a un format intéressant. On voit qu'il est robuste de par l'aluminium qui l'entoure et puis c'est tout. Mais en tout cas, je pense que c'est essentiel d'avoir un miroir dans sa poche pour les raisons que j'ai présentées. Après, Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que t'as un miroir dans ta poche? Non. C'était vraiment juste pour l'exercice. C'est terminé. C'est vraiment le principe de l'exercice quoi. Gilles, tu poses des questions pièges, mais c'est à ton tour. Très bien. Mais écoutez, moi je ne vais pas aller plus loin, mais moi ça va être de la technique par contre. On t'écoute. Vas-y, sors-nous les specs. Alors c'est très simple, aujourd'hui je vais vous présenter les DJI Mic Mini. Ils sont sortis il y a quelques semaines. Alors c'est assez fou, ils ont une portée de 400 mètres, des micros sans fil. L'objectif est très simple, c'est pouvoir faire des vlogs et avoir un son de qualité n'importe quand, n'importe où, en quelques secondes. On peut le brancher soit directement au smartphone, ou alors à n'importe quel boîtier. On arrive. Je sais froid. Ah ouais, ça fait combien de temps? 21 heures. C'est moi qui ai payé, vous me devez tous 10 balles. Ok, on arrive. très bien. Là, tu viens de faire interrompre. Comment tu reprends? Comment je reprends? Mais il n'y a absolument aucun problème. Je disais qu'on peut le brancher directement au smartphone via un câble USB-C ou alors sur un boîtier. Ouais. Et c'est assez exceptionnel puisque ça permet de... J'ai déjà dit ça. Et il leur tourne. Ouais, exactement. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut capturer la voix de n'importe qui, n'importe quand, directement en clippant sur le col d'un individu ou avec l'aimant qui est associé au micro. Ok. T'es payé pour ça ou L'autonomie est exceptionnelle, les micros sont de qualité. Wow, il prend une sacrée pièce, sacré billet à la fin de la vidéo. Mais moi, je veux vendre un miroir, je m'en bats les couilles. Waouh. Sympa, on a été deux à présenter. T'as pas eu la vision sur le miroir. Ok, bah, tu vends un miroir? Alors non. Alors, je suis désolé. Monsieur, tu veux vendre mon chargeur 67 watts? C'est une centrale. Attends, montre-la à la caméra. Ça n'est pas un chargeur, c'est une centrale. Si tu veux, je peux te le vendre également.
67 watts, c'est exceptionnel. Ça charge le téléphone en 10 minutes. Tu regardes les pourcentages des trucs, enfin de la batterie, elle augmente à vitesse grand V. Voilà, on dépasse la sérénité de la lumière. Hein. Mais non. Avec ce genre de truc. Hein. C'est de la physique, hein, mon ami. Hein. Le jour où C'est un chargeur relativiste. Ouais, Einstein avait deviné. Voilà. Vous avez la vision du produit ou pas? C'est Xiaomi. Voilà. Oui, mais en attendant, il faut un smartphone compatible. C'est-à-dire que si t'as un smartphone qui recharge à 25 watts maximum, tu n'iras jamais au-dessus de 25 watts. Aïe, Voilà. aïe, aïe. Après, faut pas être pauvre dans la vie. Seigneur, d'abord les autistes, maintenant les pauvres. Avec ça, t'es à 90% de la population. Ah oui. Donc t'es en train de dire qu'il y a 90% d'autistes. Parce que les pauvres, ça existe pas. Non, t'as raison. Allez. On regarde d'amour. J'adore les Qui veut vendre? Oui, bon, de toute façon, on tourne. Hein, Qu'est-ce que t'as avant Ah, t'as déjà un livre. Ouais, non, mais c'est mon produit. La gourde, peut-être. Oh, la gourde. Bah vas-y. Vends-nous la cour. Tu bois pas de l'eau avec. Et après, vous n'êtes pas obligé de vendre un truc avec un visuel. Vous pouvez vendre une idée. Ça a convaincu personne, c'est un flop. Hein. Ok, je vais vendre une idée, Enchaîne. Cette gourde que vous voyez ici, elle m'a accompagné partout, tous les jours. Quand je suis... Les gars, Je suis désolé. Ne tombe pas dans l'écueil du mensonge, je t'en prie. non mais... C'est pas du mensonge, c'est de l'embellissement de la réalité. Bah, c'est juste faux, quoi. C'est la même. C'est juste la même. Attendez. Je fais le truc du col. Vas-y. Ouais. C'est bon là. Cette gourde que vous voyez ici m'a accompagné tous les jours. Arrête de mentir. Ok, non, Mensonge n'est pas permis. Donc, cette gourde d'une capacité d'environ 1 litre. Elle fait combien de. Je sais pas. Ok. Il a dit non, il sait pas, gros. C'est toujours. Je crois qu'elle fait 500 ml. 500. Ok, bon. Ah. Ok. Sérieux. Oui, pardon. Pardon. Voilà. Cette gourde d'une capacité de 500 ml vous permet de vous abreuver. Désolé. Non, vas-y, continue. Ok. Cette gourde que vous voyez ici vous permet de vous désaltérer dès que vous sentez le besoin de boire. Elle est résistante, solide, hein, on voit qu'elle est faite de métal, donc elle peut vous accompagner partout, dans toutes vos randonnées, aussi lorsque vous allez en cours. Voilà, je pense que c'est l'outil indispensable, en fait, si vous voulez, dans la vie de tous les jours, pour pouvoir vous désaltérer et faire face aux épisodes de chaleur auxquels on fait face ces dernières années. Donc, achetez cette gourde. Bravo. C'est beaucoup plus difficile que ça en a. Surtout quand t'as rien à vendre, quoi. C'est-à-dire que là... Moi, je valide pas les gens qui rigolent alors qu'ils ont vendu un miroir tout pourri, gros. Son vieux miroir. Même lui, il était pas convaincu, mais... Qui ça Moi, j'étais complètement convaincu. J'étais à 2 doigts de le racheter à Baïdi. Tu l'achèterais combien? T'es prêt à mettre combien? C'est un cadeau de ma mère, hein. Je le vends pas. 2 €? Attends, ça ou un pain au chocolat, frère? Arrête. 2 €. Mais ouais, Non. Max, C'est Non. quoi C'est quoi rien pour toi c'est un miroir de poche. C'est un miroir de poche, mais ça coûte. Bah, déjà, ça a été acheté par ma mère. Donc. Voilà, j'ai mis une valeur émotionnelle. Une valeur pour moi. Ouais, On va on s'en fout. commencer les enchères à partir de 200 €. Ok, bah à partir de là, je me retire. Voilà, d'accord. Moi aussi. Le boîtier est cassé, donc 5 €. Non, j'avoue. Et 5 €, c'est trop bien. Mais il y a un regard de déception là, c'était magnifique. Et du coup, Moi, je le garde. quand même autant de... Comme vous l'avez dit, comme je vous l'ai dit précédemment, moi je vais vous vendre une idée parce que j'aime pas vendre des choses physiques. On m'a reproché récemment, oui, d'être capitaliste. Je le suis pas.
Donc, je suis bien accompagné de mon ami Karl Marx. Ça tombe bien. Donc, le Parti communiste, qu'est-ce que c'est? Non, je rigole. Abusons pas. Mais ouais, je pense qu'on peut vendre l'idée du communisme, ou en tout cas celle de l'anticapitalisme. Pourquoi? Parce que le capitalisme... Nathalie Arthaud-Bilek. Merci. Mais on dit pas de politique. Hein. Ouais. Mais non, mais je pense que c'est important de vendre des idées, en fait, même pas de les vendre, mais plutôt de les répandre. Et je pense que c'est bien d'essayer de penser autrement que ce à quoi on nous pousse à penser. Et par exemple, sur le capitalisme, je pense que le système doit être revu dans tous les cas. C'est pour ça que en ce moment, on a des politiques qui sont dites de sobriété. On fait quoi? On mange des pommes de terre? C'est bon les patates. Mais ça, H24. Une bonne plâtrée dans mon frigo. Hein. Je préfère les œufs, personnellement. Mais continue, hein. Ah, ok. Non, mais plus sincèrement, je pense que c'est bien de pouvoir revoir les idées, y compris celle du capitalisme, parce qu'elle est bien ancrée en nous, et c'est pour ça que tu fais des blagues sur les pommes de terre. Mais les pommes de terre, c'est chambé, déjà. Ça nourrit de ouf. Je pensais pas associer le mot chambé à pomme de terre, mais... Non mais les gars, c'est un des éléments qui rassasie le plus, et il est pas cher, et ça pousse partout. Donc là maintenant je vous vends des pommes de terre. Voilà. Une petite parcelle, imaginez-vous une petite parcelle agricole en Ukraine. Parfait. Là, j'ai un souci parce que du coup, tu me donnes envie d'acheter des terres en Ukraine et pas d'acheter le manifeste du parti. Bah oui, mais étant donné que j'ai vu... Je considère que t'as échoué ta vente parce que tu nous as absolument rien vendu. Donc, t'as eu 5 sur 20, c'est pas bon pour le GPA, t'es au rattrapage. C'est le 3e flop, hein. T'as le record, je pense. Là, tu peux faire un Ken repeat please. Repeat. Can you make a repeat? J'arrête là. Morale de l'histoire, choisissez bien vos amis parce que certains vous pissent dessus collectivement. Je pense qu'on a été plus méchant avec Mathieu qu'avec toi. C'est juste toi, tu nous as vendu du vent, donc voilà. C'était dur. Mais non, moi je voulais pas vendre. Moi je veux pas vendre, juste. C'est le concept. Il fallait dire, je fais pas l'exercice en fait. Bah, il n'a pas fait l'exercice, t'inquiète pas. Hein. Non, je change l'exercice. Ok. Le mec fait comme il veut. Je suis pas communiste en vrai. Je précise au cas où, tu vois. Oh, t'inquiète, on a bien compris. Donc c'est la conclusion. Alors moi, pour finir, je pense qu'une bonne idée, ce serait que chacun puisse partager un moment qui l'a marqué durant ce podcast. Et on terminera sur un mot de la fin. Non, on va passer le micro à Baïdi, je pense. Gilles? J'ai pas grand chose à dire là. Mathieu? Alors, oh là là. Non, mais je pense que ce qui a été marquant en fait, c'est tous les instants où on a flop. Finalement, non, il y en a eu beaucoup des flops. On a tous flop et on voit bien qu'en fait, c'est quelque chose qui est presque inévitable en fait même. Et pourtant, on a tous rigolé et ça n'a pas été. Je trouve que ça s'est bien passé. Il n'y a pas de. Le flop, c'est pas une fatalité. Je pense que c'est. Je viens de perdre 4 amitiés pour ma part. Sinon, je fais aussi remarquer que Mathieu tient le micro plus loin de lui quand c'est lui qui le tient que quand c'est moi qui le tiens. Mais voilà, c'est juste ma remarque. Je voulais juste être désagréable parce que vous l'avez été. Et bouffe ton seum. Moi j'ai le seum. Non, à un moment donné, il tenait tellement le micro haut que je pensais qu'il voulait faire l'avion pour te faire bouffer quelque chose. Hein. Je voyais que tu faisais avec des mouvements avec tes bras, donc je voulais te laisser de la place, tu sais. Je me disais, vas-y, je vais faire comme les gens avec la perche. Mais oui, du coup, vu qu'il y avait les plans, ça devait faire bizarre sur la caméra. Ok, mais en vrai, plus sérieusement, moi je suis d'accord avec Mathieu. On a de la chance ici en fait d'avoir le droit à l'erreur. Enfin, en vrai, si on flop, on est entre nous, on se connaît, tu vois, y a pas de souci. C'est pas comme le communisme.
Il n'y a pas droit à l'erreur au communisme. Hein. Gone. Ça switch. Non, mais enfin, c'est pas le cas dans beaucoup d'autres contextes. Quand on prend la parole, ne serait-ce que pour parler à des inconnus, etc. Faut faire beaucoup. Enfin, on fait plus attention à ce qu'on dit. Et en fait, quand on fait plus attention, on fait moins bien les choses. Donc, je suis quand même content d'être avec vous sur ce podcast parce qu'au final, on peut dire pas mal de choses. Je peux même parler de communisme. Je me fais juste tacler sur des pommes de terre, donc ça va. C'est vrai. Et bah, on vous remercie. Et toi, tu fais pas de... Alors, moi, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Mathieu, en fait. Moi, j'ai beaucoup rigolé personnellement sur la vente de la gourde, mais ça, c'est vraiment moi à titre personnel. Non, je pense que c'est une première réussite, en vrai, ce podcast. Bah écoute, on verra le résultat post-montage, mais ça devrait être intéressant. Ouais. Ça devrait être très intéressant. J'ai vérifié que tout était bien enregistré, c'est parfait. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous pour ce premier épisode. Restez connectés. Mais tu veux pas faire un truc de la fin, genre stylé? Un petit clap. Genre on doit faire un truc qui montre notre connivence. Ah, venons, on s'assoit sur les téléphones. On fait quoi? On s'assoit sur les téléphones. Flop. Voilà. Flop. Non, on s'assoit sur Allez, les flop. téléphones. This is a flop. On s'assoit sur les téléphones. Voilà. Mais attends, vous êtes en train de dire que c'est ça la fin du truc? Oui.